Notché, capitale du peuple Ewe, au Togo, une petite ville animée située dans la région des plateaux. Ici, les activités économiques ont pu se développer, notamment grâce au réseau électrique. Mais à seulement une vingtaine de kilomètres autour de la ville, ce n'est pas la même histoire. Des dizaines de villages composés parfois de plusieurs milliers de personnes sont comme coupés du monde. Donc, donne-moi ça là, je vais voir la température. C'est vrai, vous faites la fièvre. Hein. Il est 18h, la nuit est tombée. Dans ce dispensaire, l'infirmier doit faire des consultations, voire des accouchements, à l'aide d'une lampe torche. Donc j'appuie. Là où vous sentez la douleur, vous allez me dire. Des dispensaires qui n'ont pas non plus accès à l'eau, posant d'importants problèmes d'hygiène. Le Togo étant l'un des pays les plus pauvres au monde, des ONG tentent de venir en aide à la population. C'est le cas d'Électriciens sans frontières, qui a lancé un projet sur 3 ans, dans une dizaine de villages autour de Notché. L'important, c'était aussi d'aller à la Tipota. Donc là, vous y étiez avec nous hier, on a bien avancé, puisque aujourd'hui, on est en train de finir. Je pense que lundi, tout sera prêt pour l'inauguration de mercredi. Patrick est le chef de projet. Il s'agit à la fois d'un projet d'électrification, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Basé dans un hôtel à Notché, chaque jour, l'équipe embarque pour se rendre dans un village. S'il existe bien une route goudronnée qui traverse le pays du nord au sud, c'est beaucoup plus compliqué sur les petites pistes en terre, souvent très accidentées. Il faut savoir que l'ensemble des 10 villages que l'on a dans le projet, on peut les atteindre en moyenne entre une demi-heure et 1h15 par la piste. Pour parcourir seulement une vingtaine de kilomètres. Mais par temps de pluie, cela peut durer bien plus longtemps. La camionnette s'est embourbée. Heureusement, le village n'était plus très loin. L'équipe décide de finir à pied. Ils trouvent finalement un 4x4 pour les emmener au dispensaire du village. Il s'agit de Tsinigan. Il fait partie des villages qui profitent déjà du programme de l'ONG depuis 1 an. Le dispensaire dispose de lumière pour les consultations et accouchements, grâce à l'installation de panneaux solaires couplés à des batteries. Les panneaux solaires alimentent en électricité pendant la journée tous les locaux du dispensaire et rechargent en même temps des batteries, ce qui permet la nuit d'avoir de l'électricité également. Ce système assez simple et totalement autonome a déjà été répliqué dans plusieurs villages. Il permet une amélioration considérable des soins. Ça nous a permis de brancher le frigo pour conserver les vaccins. Donc surtout pour les maladies sous surveillance épidémiologique. Voilà, c'est eux qui sont dans le frigo. Oui, c'est la salle de la suite de couches. Et nous avons aussi la lumière dans la salle. Et ça nous permet d'éclairer la salle. Surtout les nuits, après l'accouchement des femmes, c'est ici que nous les gardons. Et il y a la lumière chez eux avec les enfants. Et on n'est plus dans l'obscurité. Ensuite, pour répondre aux besoins en eau, notamment pour assurer une meilleure hygiène, la toiture permet de collecter l'eau de pluie. Elle est dirigée vers un réservoir souple et très résistant, posé sur une structure en béton. La plupart des dispensaires seront équipés d'un système de purification pour rendre l'eau parfaitement propre. Des filtres que Laurent inspecte aujourd'hui et il constate qu'il va falloir les nettoyer. Ah, il est un peu marron. Il n'est pas noir, mais... Oui, il est un peu sale. Le premier filtre capte les particules supérieures à 20 microns. Et après, ça retient toutes les particules qui ont une taille supérieure à 10 microns. Donc entre première filtration, deuxième filtration. Alors après les 2 filtres, l'eau passe dans le réacteur UV, donc, par le bas, passe devant la lampe
Et c'est là que sont tuées les bactéries par la lampe UV et ressort pour l'usage sur la paillasse. Sincèrement, avant, on souffrait. Après les examens, on ne trouve pas de l'eau pour laver les mains. Mais quand on a fait de l'eau là où c'est très propre, après chaque examen, après chaque injection, on lave les mains, on désinfecte les mains. À côté du dispensaire, des toilettes sèches dans un bâtiment en dur. 6 cabines composées de 2 toilettes, chacune disposant de sa propre fosse. Il y en a deux ouvertes, celle-là. L'équipe inspecte les lieux. Ouais, ça va. Tu vois, la mémoire, ils ont mis la sciure et tout dedans. Ah bah oui, d'accord. Aujourd'hui, donc c'est la toilette donc à droite avec le bouchon là qui est utilisé et l'autre est bouché. Et dans 6 mois, on inverse, on bouche celle-ci et on remet celle-là en service. Et ça veut dire que pendant 6 mois, on laisse sécher les matières qui sont allées dans la fosse, ce qui permet, après de les avoir séchées, de les vider régulièrement. La sciure et toutes les cheminées d'aération permettent de réduire les odeurs, aussi de dégrader et sécher la matière, accessible à terme de l'autre côté du bâtiment. Et ces portes-là, c'est fait pour aller curer la partie sèche, la demi-latrine sèche. La matière sèche pourra être utilisée comme engrais dans les cultures à proximité. Un lave-mains en sortie des sanitaires permet d'améliorer encore l'hygiène. Très bien. Et pour pouvoir éliminer les germes après la défécation dans les latrines. Enfin, 2 douches complètent l'ensemble du dispositif conçu pour les patients du dispensaire. Notamment les jeunes dames qui viennent accoucher, après un accouchement, peuvent prendre la douche. Là, c'est pareil, et au-dessus de ces douches, de ces cabines de douche, il y a un réservoir de 500 litres qui permet de récupérer l'eau de pluie, donc, qui alimente aussi le lave-mains qu'on a vu. L'eau usée va dans une tranchée filtrante qui rejoint ce puits perdu qui est là à une vingtaine de mètres, une dizaine de mètres. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau, qu'il ne pleut pas, on est alimenté par le forage. Le forage. Deuxième infrastructure hydraulique importante qui structure le réseau d'eau. La récupération de l'eau de pluie ne suffit pas, surtout pour alimenter le reste du village, où se situent d'autres arrivées d'eau. Malheureusement, aujourd'hui le forage ne fonctionne plus. Un problème important est survenu il y a quelques jours. Au début, c'est qu'il y a eu un éboulement de terrain, je ne sais pas, ça a déboîté le premier tube du forage, et du coup, le forage a été envahi par la boue, qui a bloqué la pompe solaire qui était à l'intérieur. Il va donc falloir attendre encore quelques jours pour réutiliser le forage. Le lendemain, direction Akpakpakpé. Un autre village dont les travaux sont en cours de finalisation. Ici, le forage est terminé. Il ne reste qu'à introduire une pompe pour puiser l'eau. Ce type de pompe électrique fonctionne en totale autonomie grâce à des panneaux solaires. L'eau potable. On a une pompe de 1,4 kW qui permet d'alimenter, en principe avec le dispositif que l'on a mis, tous les jours on pourra extraire par jour d'ensoleillement normal à peu près 10 mètres cubes d'eau. Tout le monde en profite pour boire un peu. Il fait plus de 35 degrés à l'ombre. La qualité de l'eau avait déjà été étudiée avant les travaux.
Toutefois, Laurent récupère un échantillon pour réaliser des analyses complémentaires. Les derniers raccordements vont permettre d'envoyer l'eau au centre du village. Environ 1 km de canalisation dans des tranchées creusées par les villageois. Donc à l'intérieur, il y a les deux tuyaux, l'aller et le retour, plus le câble de commande. D'accord. L'eau pompée doit arriver en haut de ce type de château d'eau et remplir un réservoir souple de 10 mètres cubes, soit 10 000 litres d'eau. L'eau pourra ainsi être redistribuée à plusieurs endroits dans le village. Ces structures, en acier, ont été fabriquées avec des apprentis en chaudronnerie. Retour dans la ville de Noche, dans le centre de formation technique et professionnelle. Ici, on y apprend la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité et aussi la chaudronnerie et la soudure, depuis que le projet d'électriciens sans frontières a commencé. Bernard Nadal et Bernard Bondy sont experts en la matière. Ils transfèrent leur savoir à la fois aux élèves et aussi aux professeurs. Chaque fois que vous allez travailler, que ce soit pour faire une porte, une charpente, n'importe quoi, vous aurez besoin de connaître parfaitement. On l'a dit, déjà on l'a vu en cours, c'est Pythagore, d'accord. On est allé voir ils appellent les soudeurs ici, c'est des petits patrons qui dépendent de la chambre des métiers, qui ont des apprentis, parce qu'il n'y avait pas d'apprentis dans le centre de formation ici. Donc on est allé les voir, ils nous ont mis à disposition des jeunes, on leur a fait des cours. Et là, normalement, en septembre l'année prochaine, une filière officielle chaudronnerie sera créée au niveau du centre de formation. Comme ça, vous aurez des... Apprendre à construire des châteaux d'eau au Togo, une perspective qui a du sens et qui inspire les apprentis. C'est trop. Je pense avoir d'autres idées ailleurs pour pouvoir aussi aider le futur génération qui va venir derrière moi. Il y en a un qui doit se mettre là-bas, qui en même temps, sur l'information d'Abdou, il doit ramener ou pas. D'accord ? De son côté, Laurent est retourné à l'hôtel pour réaliser des analyses sur l'échantillon d'eau prélevé un peu plus tôt au niveau du forage. On a un tableau d'analyse qui comprend 7 corps. Donc il y a le pH, le chlore, mais on ne va pas le faire parce que c'est surtout après une chloration qu'il faut mesurer le chlore. Nitrate, phosphate, cyanure, manganèse, nitrite, fer. Là, Laurent analyse le nitrate, qui, selon les valeurs, peut rendre l'eau impropre à la consommation. Le résultat, 4,9 mg par litre, ce qui est tout à fait convenable, puisque la fourchette tolérée, c'est inférieur à 60 mg. Donc pas de problème. Et donc là, on a, alors on ne le voit pas, hein, une légère coloration bleutée. Mais sur certains forages, c'est bleu roi hein, quand c'est très concentré. On fait un autre type d'analyse, c'est une analyse bactériologique pour voir s'il y a des microbes, des choses comme ça. Donc on cherche les E. coli. Donc c'est pas du tout la même méthode et on verra ça plus tard la semaine prochaine parce que j'ai qu'un nombre limité de tests. Et donc on le fera après la chloration qui est prévue en début de semaine. Aujourd'hui, c'est une journée chargée dans le village d'El Atik Pota. Toutes les installations doivent être terminées car le lendemain, une inauguration de grande ampleur est prévue. Le directeur régional de l'eau et de l'équipement rural vient réaliser une visite de reconnaissance. Une installation solaire avec des batteries pour électrifier le collège. Plus loin, une nouvelle école va remplacer des bâtiments très anciens, financés par une autre ONG française, les Amis du Togo. Les élèves pourront aussi profiter d'eau potable à proximité. Ça commence. Il faudrait encore 2-3 jours de pluie, mais... ou une grosse pluie pour la remplir. Aussi un château d'eau, une pompe solaire, plusieurs points d'eau, des lampadaires solaires.
La plupart des travaux sont coordonnés par l'ONG, mais réalisés par des entreprises locales. Les équipements sont construits pour durer au moins une dizaine d'années, voire beaucoup plus pour les structures en béton et en acier. Encore faut-il que les utilisateurs assurent eux-mêmes une certaine maintenance des infrastructures, sans quoi la pérennité du projet serait très réduite. Pour éviter un tel échec, les villageois vont créer un comité de gestion. Donc là, on est en train de constituer le futur comité de gestion eau, assainissement, électricité d'Alatipota, qui sera constitué d'un président, un trésorier, un secrétaire et puis 2 membres par commission, commission eau, commission assainissement, commission électricité, en veillant un juste équilibre entre le nord et le sud du village, entre les femmes et les hommes. Les responsables sont garants de la bonne gestion des nouvelles infrastructures. Une responsabilité citoyenne et totalement bénévole. Et comme souvent ici, la danse et les chants permettent d'entériner avec joie une décision importante pour le village. Les responsables récemment nommés vont suivre une formation, d'abord théorique, enseignée par une association locale spécialisée dans ce type de projet. Puis une formation pratique de maintenance sur toutes les installations, comme le nettoyage et la désinfection des sanitaires avec de l'eau de Javel. Tout d'abord, il y a un coup de javel pour désinfecter l'intérieur du WC. Et après avoir lavé au javel, on utilise maintenant un coup de savon, l'eau savonneuse pour la propreté. Sans oublier le lavage des mains à la fin des opérations. Les panneaux solaires aussi doivent être nettoyés. Le responsable de la commission électricité et son second vont devoir s'en occuper régulièrement. Il faut le faire en saison des pluies, il faut le faire chaque 2 semaines et en saison sèche, c'est 1 fois par semaine. Dans le local technique, sous les panneaux, quelques explications d'entretien. Une attention toute particulière pour le relevé du compteur. Vous allez relever le compteur régulièrement, au moins chaque mois, pour analyser la consommation électrique dans le centre, à chaque mois. Les fontaines d'eau, elles aussi, doivent être entretenues, et là encore, des compteurs sont à relever. Si l'eau et l'électricité sont accessibles gratuitement pour les écoles et les dispensaires, ce n'est pas le cas pour les habitants. Ça fait 349 mètres cubes. L'idée est de générer suffisamment d'argent pour payer d'éventuelles réparations et maintenir l'ensemble des installations en marche le plus longtemps possible. Par exemple, ici, la fontaine est accessible à certaines heures. En dehors de ces horaires, l'arrivée d'eau est cadenassée. Objectif, contraindre les habitants à payer l'eau qu'ils consomment. 25 francs CFA pour 2 bassines de 25 litres, l'équivalent de 4 centimes d'euros. Certains villages acceptent de faire crédit si nécessaire.
Même histoire pour l'électricité. Beaucoup utilisent un téléphone portable. Coût de la recharge, 100 francs CFA, soit environ 15 centimes d'euros. L'arrivée de l'électricité est une révolution dans les villages, notamment pour les enfants qui vont faire leurs devoirs avec le professeur. Tous les soirs, à partir de 18 h, comme ici, dans le village d'Akake. Histoire, c'est quoi histoire? Oui, Amouga. Histoire est le récit des hommes de la vie passée. Histoire est le récit des hommes de la vie passée. Un banc d'amour. Voilà. Qui va me citer les 4 points cardinaux? Le taux de réussite aux examens, qui était d'environ 70% avant l'arrivée de la lumière, a atteint un niveau optimal. En 2018 et 2019, 100%. On a gagné 100% dans notre établissement. Oui, comme il y a la lumière partout dans le village. C'est pourquoi les enfants ils apprennent leurs leçons. L'arrivée de l'eau de bonne qualité dans les villages est aussi une révolution, là encore pour les enfants. Ça nous facilite la tâche parce que comme nous avons l'eau à côté de nous, ils ne rentrent plus dans leurs maisons respectives pour aller boire et revenir. Aussi, après avoir mangé, ils boivent de l'eau potable. On n'a plus de l'eau sale que nous buvions avant. C'est aussi un énorme changement pour les villageois, et en particulier pour les femmes, qui avaient la responsabilité d'aller chercher de l'eau, parfois à plusieurs kilomètres dans un autre village. Aujourd'hui, l'eau est à portée de main, ce qui a radicalement changé la vie de ces femmes. Aujourd'hui, c'est la fête à Alatikpota. L'ambassadeur de France, le préfet, les rois de différents villages et de nombreuses personnalités sont venus pour inaugurer la nouvelle école. C'est l'occasion aussi d'inaugurer les nouvelles infrastructures d'eau et d'électricité. Voilà, là vous pouvez la boire pratiquement sans problème. Vous voyez, ça... Voilà. La vanne était fermée. Voilà, donc, et ça c'est pareil, le soir, quand le directeur s'en va, il enlève ça pour pas que les gens viennent voler de l'eau. Les robinets, on ferme la vanne et on enlève le robinet pour que personne ne vienne voler de l'eau, entre guillemets. C'est facturé combien l'eau? Alors l'eau elle est facturée 25 francs, les 2 bassines de 25 litres. Donc ça fait 25 francs les 50 litres. Quoi. Tous sont conscients du travail accompli et du développement local que cela implique. Un projet de développement durable, notamment grâce à l'usage d'énergies renouvelables, un projet de solidarité et aussi une aventure humaine. Permettez-moi pour conclure de m'adresser directement aux nombreux villageois dans leur langue et pardonnez-moi par avance mes erreurs de prononciation. Medokbe Nami, Miakpata Miledu, Echi Kuejo,
mi ledu ne dua, me enkondede, akpe, akpe, akpe kaka. Aujourd'hui, dans les pays africains et au Togo en particulier que j'ai découvert, on mesure tout le chemin qui reste à parcourir. Et d'apporter un petit peu cette pierre pour contribuer à cela, c'est déjà une fierté et un véritable bonheur même de pouvoir mesurer l'impact direct. Et puis au-delà de ça, je crois que c'est une volonté de partager, de relations humaines avec d'autres personnes, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres façons de vivre, et que je fais moi-même partager ensuite à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Ici, la fête va continuer toute la journée, voire toute la nuit. Pour autant, l'équipe ne doit pas s'endormir. Si le projet en cours doit permettre à une dizaine de villages d'avoir accès à l'eau, l'assainissement et l'électricité, déjà, un autre projet du même ordre pourrait voir le jour d'ici quelques années. Il faut donc visiter de nouveaux villages et établissements pour cibler les besoins et voir comment y répondre. Ainsi, l'aventure continue.